Ma belle-fille a déposé un dossier pour louer l'appartement rénové du quatrième étage. Elle a écrit qu'elle élèverait le niveau de l'immeuble. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la propriétaire qui a refusé son dossier, c'est moi. On survit plus facilement quand on ne fait pas de vagues. Je m'appelle Madeleine, j'ai 74 ans et dans mon immeuble, on me connaît vaguement comme la dame du troisième, celle aux plantes vertes. Celle qui sort tôt acheter sa baguette, qui dit bonjour à tout le monde, qui ne fait pas d'histoire. On ne se douterait pas, en me croisant, que mes mains ont signé des actes de propriété, des contrats, des baux. On ne se douterait pas que chaque petit bruit dans cette cage d'escalier m'appartient un peu plus que je ne le montre. De la rue, l'immeuble ne paie pas de mine. Un bâtiment en pierre claire des années 60, dans un quartier de la périphérie de Lyon, ni vraiment chic, ni vraiment populaire. Une boulangerie au rez-de-chaussée, un coiffeur, un petit tabac. Des balcons étroits avec des chaises en plastique, des géraniums, parfois un vieux drap qui sèche en plein soleil. Les fenêtres ne sont pas toutes alignées, certaines sont changées, d'autres d'origine. Un immeuble banal, comme on en voit partout. C'est ce que les autres voient. Moi, j'y vois ma vie. J'habite au troisième étage, dans un 2 pièces modeste. Carrelage un peu usé, tapis anciens, meubles qui datent de mon mariage avec Henri. Mon mari m'appelait son pilier, mais c'est lui qui a eu l'idée de tout ça, de cet immeuble, de cet investissement qui nous a pris des années de sacrifices. À l'époque, on vivait dans un petit appartement au-dessus d'une boucherie. On comptait chaque franc. Et un jour, il était revenu avec ce regard brillant que je connaissais trop bien. Madeleine, avait-il dit, il y a un immeuble à vendre un peu plus loin. Pas cher parce qu'il y a des travaux. On pourrait. On a mis toutes nos économies, pris des crédits, renoncé aux vacances, au confort. Et un matin, à la signature chez le notaire, le papier était là, devant nous, noir sur blanc, propriétaire d'un immeuble de 8 appartements, d'une boulangerie, d'un coiffeur, d'un tabac. Ce n'était pas glamour, c'était mieux, solide. On avait géré ensemble au début les locataires, les fuites d'eau, les ascenseurs en panne, les loyers en retard. Puis les années ont passé, Henri est tombé malade et j'ai délégué à une agence de gestion locative. Comme ça, tu respires, avait dit l'agent immobilier. J'avais gardé l'essentiel, la décision finale. Tout passait par moi, mais derrière un rideau confortable d'anonymat. Les locataires ne savaient pas que j'étais la propriétaire. Ils parlaient du syndic, de la propro, sans imaginer que c'était la voisine croisée dans la cage d'escalier, celle qui portait son sac de course et disait « bon courage » avec un sourire fatigué. Ça m'allait très bien. Il n'y a qu'une personne pour qui cette simplicité n'a jamais suffi, ma belle-fille. Camille. Quand mon fils, Laurent, me l'a présenté la première fois, j'ai tout de suite su que cette jeune femme ne vivait pas dans le même monde que moi. Ma génération a connu les tickets de rationnement, les salaires en liquide, les livrets A qu'on remplissait sou à sou. La sienne connaissait les stories Instagram, les brunchs du dimanche et les photos devant la Tour Eiffel pour le feed. Camille est jolie, photogénique comme on dit maintenant. Ses cheveux toujours parfaitement lissés, ses ongles impeccables, ses tenues choisies comme si chaque journée était une séance photo. Elle travaillait, si on peut appeler ça travailler, comme créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle disait « mon audience » comme on dit « ma famille ». La première fois qu'elle est venue chez moi, elle a fait le tour du salon du regard, comme on feuillette un magazine un peu vieux. « C'est mignon », a-t-elle dit. « Très cosy ». Cosy. Le mot m'a piqué sans que je sache pourquoi. Il sonnait comme un compliment poli, mais dans sa bouche, il glissait avec une légère grimace, comme si mon vieux buffet l'étouffait visuellement. Laurent ne voyait rien. Assis dans mon vieux canapé, il avait l'air heureux, amoureux, fier de me la présenter. Je ne voulais pas être cette belle-mère critique et amère qu'on caricature. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai souri, j'ai préparé du café, j'ai posé des questions gentilles. Camille a répondu en parlant beaucoup d'elle, très peu de moi et pas du tout de ce que j'aimais. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec sa présence comme on vit avec un voisin un peu bruyant. On l'entend, on l'oublie, on l'entend de nouveau. Elle avait des opinions sur tout. La façon dont je m'habillais, les supermarchés où je faisais mes courses, les émissions que je regardais. C'est déprimant ces trucs-là, disait-elle, quand elle me surprenait devant un vieux feuilleton sur France 3. Mais je me taisais. Je me taisais aussi quand elle faisait des réflexions à Laurent sur ma petite retraite ou sur le fait que je n'avais jamais rien fait de grand de ma vie.
Ça, c'était sa manière de mesurer l'existence, en grands gestes visibles, en photos, en voyage. Notre immeuble, nos années d'économie, nos sacrifices, ça ne rentrait pas dans une story. Je laissais glisser, c'était plus simple. Tant que Laurent venait me voir, tant qu'elle m'embrassait sur la joue, tant que je pouvais encore le voir rire de temps en temps, j'acceptais de servir de punching ball silencieux à sa femme. Mais ce qui s'est passé ensuite, ça, je ne l'avais pas prévu. Un matin, à la boîte aux lettres, je suis tombée sur Léna, la jeune maman du deuxième. Une petite brune au regard fatigué mais doux, avec un bébé accroché à la hanche et des cernes jusqu'au menton. Elle m'a saluée avec un sourire sincère. « Bonjour, Madame Madeleine. »« Bonjour, ma petite, ça va ?» Elle a hésité, puis ses yeux se sont posés sur l'enveloppe dans ma main. « Je voulais encore vous remercier pour le mois dernier, a-t-elle murmuré. Sans votre arrangement pour le loyer, on ne s'en serait pas sorti. » Mon cœur a tressailli. Je déteste qu'on parle d'argent dans le hall, ça résonne. « Ne t'inquiète pas, j'ai répondu, ça arrive, les coups durs, l'important c'est de prévenir. » Elle a souri, soulagée, puis elle est montée. Je croyais le sujet clos. La porte d'entrée a claqué une seconde plus tard. Talons sur le carrelage. Parfum trop fort. Foulard de marque. Camille. Elle est entrée comme un petit courant d'air glacé et nous a trouvés là, encore proche des boîtes aux lettres. Son regard a glissé de Léna à moi, de l'enveloppe à mon visage. « Bonjour Madeleine », a-t-elle dit. « Ah, vous discutez ?» Léna s'est immédiatement raidie, gênée, murmurant quelque chose avant de disparaître dans l'escalier. Camille la regarda monter, les lèvres pincées. « Elle a dit quoi, là ?» demanda-t-elle dès que Léna fut hors de vue. Je rentrais déjà mon courrier dans mon sac. Rien d'important, des histoires de couches et de nuits blanches. Elle n'était pas dupe. « Elle a parlé d'argent, non ?» insista-t-elle. « Vous lui avez encore avancé quelque chose? Laurent m'a dit que vous avez tendance à trop aider les gens. Vous n'avez pas les moyens pour ça. » Je me suis contentée de fermer mon sac. Ce que je fais avec mon argent me regarde, Camille. Elle a levé les yeux au ciel. Justement, c'est de ça qu'on voulait parler avec vous, Laurent et moi. On s'inquiète. Ta retraite n'est pas énorme. Tu vis dans un quartier qui n'est pas donné. Et honnêtement, tu n'as pas l'air de bien préparer la suite. On voulait t'inviter à déjeuner cette semaine, chez nous, pour parler de ta situation. Le mot m'a brûlé les oreilles. Ma situation. Oui, dit-elle, comme si c'était évident. Ta situation financière. Ce n'est pas raisonnable à ton âge d'improviser. Elle avait ce ton paternaliste insupportable, alors qu'elle aurait pu être ma fille. Je ne sais pas ce qui m'a retenue de lui claquer la porte au nez à ce moment-là. Peut-être Laurent, toujours Laurent, comme un fil qui me reliait encore au reste de cette vie. Très bien, ai-je simplement répondu. Donnez-moi le jour et l'heure. Elle a souri, satisfaite, comme si j'avais signé un contrat. Dimanche, midi. Et ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Tu n'auras qu'à écouter. Je suis remontée chez moi avec mon courrier, mes plantes, mon silence. Une fois la porte refermée, j'ai posé mon sac sur la table, j'ai sorti les enveloppes. EDF, mutuelle, relevé de banque. Et, sous tout ça, une chemise cartonnée bleue, rangée là depuis des années, que je n'ouvrais qu'avec parcimonie. Acte de propriété, contrat avec l'agence, relevé de loyer, bilan comptable. Je me suis assise, j'ai ouvert. Le nom de l'immeuble, notre immeuble, était là, en haut de la première page. En dessous, noir sur blanc, propriétaire, Madeleine Durand, veuve d'Henri Durand. J'ai passé doucement le doigt sur mon nom, comme on caresse une cicatrice. Camille croyait que je vivais au-dessus de mes moyens. Elle croyait que ma petite retraite et mon vieux manteau représentaient toute ma réalité. Elle ne voyait que ce qui brille, tout ce qui est discret, tout ce qui est solide, tout ce qui se construit dans la durée. Pour elle, ça n'existe pas. Je me suis surprise à sourire, un sourire sans joie, mais lucide. Elle voulait me conseiller sur ma situation financière. Elle allait être servie. Dimanche est arrivé avec son cortège de cloches d'église et de voitures garées en double file devant la maison de Laurent et Camille. Ils habitaient dans une résidence récente avec des façades blanches, un interphone à code, des balcons en fer peint en anthracite. Tout était carré, propre, un peu froid. La cour intérieure sentait le gazon fraîchement tondu et le plastique des jeux pour enfants. Laurent m'a ouvert avec un sourire un peu crispé. « Maman, entre !» Camille, déjà dans la cuisine américaine, balayait l'espace d'un regard d'hôtesse télévisée. « Ah, Madeleine, tu es pile à l'heure. On aime ça, l'organisation. » La table était dressée avec une précision presque militaire. Assiette blanche, verre aligné, serviette pliée. Camille avait préparé une tarte aux légumes qu'elle avait certainement photographiée avant de la mettre au four, et une salade avec des graines dont je ne connaissais même pas le nom. « Assieds-toi, dit-elle, en montrant la chaise en face d'eux.
On voulait un moment tranquille, juste nous trois. Je me suis installée. Mon cœur battait un peu plus vite, mais mon visage restait impassible. Le repas a commencé dans un semblant de normalité. Quelques banalités sur la météo, sur les travaux du tramway, sur les prix qui augmentent au marché. Camille jouait à la belle fille parfaite, servant le vin, proposant du pain, s'exclamant « Oh, mais goûte, c'est hyper sain !» Puis, à peine l'assiette principale entamée, elle a posé sa fourchette avec un petit bruit sec. Bon, on va parler sérieux. Laurent a relevé la tête, nerveux. Il savait, lui. Il savait ce qui allait suivre et il n'avait pas eu le courage de s'y opposer. Camille s'est légèrement inclinée vers moi, les coudes appuyés sur la table comme une conseillère bancaire. On a regardé tes relevés de retraite avec Laurent, a-t-elle commencé, sans gêne. C'est très peu, vraiment, et on s'inquiète. Je l'ai fixé. Mes relevés de retraite ? Oui, a-t-elle dit, comme si de rien n'était. Laurent les avait reçus une fois chez nous quand on t'a aidé pour ton dossier de mutuelle. Tu te souviens ? On en a profité pour faire le point. Laurent a rougi, baissant les yeux dans son assiette. On s'est dit que tu n'avais peut-être pas conscience de la situation, a continué Camille. Tu n'as presque pas d'économie. Ton livret A, c'est... Elle a levé les yeux au plafond. Franchement, je ne comprends pas comment on arrive à cet âge avec une épargne aussi minuscule. Minuscule. Voilà donc comment elle voyait ma vie. Un chiffre ridicule sur une ligne bancaire. Tu vis dans un quartier qui n'est pas donné, a-t-elle repris. Le loyer, là, ce n'est pas pour les petits retraités. Et puis, tu aides les voisins, tu prêtes, tu fais des cadeaux. Ce n'est pas sérieux. Tu vas finir par être un poids pour nous. Un poids. Laurent a levé la tête, mal à l'aise. Camille. Non, je le dis, a-t-elle insisté. C'est la réalité. Nous, on doit penser à notre avenir. On veut acheter, avoir des enfants, mettre de côté. On ne pourra pas tout faire si ta mère se met à manquer de tout. Je me suis surprise à apprendre quelque chose sur moi-même à ce moment-là. Je ne ressentais pas de honte, pas cette fois. Il m'est arrivé, dans le passé, de baisser les yeux quand on parlait d'argent, d'avoir cette vieille réflexe de fille de famille modeste. Mais là, non. Ce que je ressentais, c'était une sorte de froideur nette, une lucidité glacée. « Et donc ?» ai-je demandé calmement. « Que proposes-tu » Camille a souri soulagée que l'on arrive au concret. Eh bien, justement, j'ai fait des recherches. Il y a des studios du côté de Vénissieux ou de Saint-Priest vraiment abordables. Des résidences seniors aussi, avec des loyers adaptés. Tu pourrais vivre là-bas avec ta retraite sans avoir besoin qu'on t'aide tous les mois. Ce serait plus logique. Elle a glissé une pochette transparente sur la table remplie de petites annonces imprimées. Des loyers entourés au stabilo, des commentaires griffonnés. Elle s'était vraiment donné du mal pour me déplacer comme un meuble encombrant. Et ton appartement actuel, a-t-elle ajouté, tu pourrais le quitter, donner ton préavis, peut-être même récupérer un peu de dépôt de garantie si tu as été une bonne locataire. Une bonne locataire. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas de douleur, mais d'une sorte de rire coincé. Je vivais là, dans ce fameux appartement actuel, depuis plus de 30 ans. 30 ans à décider qui entrait, qui sortait, qui signait un bail, qui le rompait. Et voilà qu'on me parlait de préavis et de dépôt de garantie. Camille n'avait vraiment pas la moindre idée du terrain sur lequel elle posait ses pieds. « Tu ne veux pas finir en maison de retraite payée par nous, n'est-ce pas ?» ajouta-t-elle avec un ton faussement doux. « Autant anticiper. C'est pour ton bien. Et pour le nôtre aussi, soyons honnêtes. » Elle l'avait dit, pour le leur. Là, enfin, je l'ai regardé avec autre chose que de la patience. Quelque chose de tranchant, de froid. Mes yeux se sont posés sur elle comme un miroir qu'on arrête de voiler. « Et toi, Camille ?» ai-je demandé. « Tu as beaucoup d'économies ?» Elle a souri, se redressant. « C'est différent pour nous. On investit dans notre image, dans notre carrière. On a un projet, une vision. Et puis, Laurent gagne bien sa vie. Moi aussi. On est jeune, on a le temps de capitaliser. Toi ?» Elle a accompagné ce « toi » d'un petit geste vague, comme on achève une phrase inutile. « Toi, tu as tes petites économies, ton livret A qui doit faire rire le conseiller bancaire, et c'est tout. » Je n'ai pas baissé les yeux. « Et tu en conclus quoi ?» « Que tu ne peux pas continuer comme ça, a-t-elle tranché, et que c'est à nous de te le dire. » Elle a pris une inspiration, comme pour annoncer une promotion. « Nous allons être bientôt locataires dans un des appartements rénovés de ton immeuble, a-t-elle lancé. On a déjà déposé le dossier. On ne t'en avait pas parlé avant, mais maintenant c'est fait. On devrait avoir la réponse cette semaine. Ce sera un grand étroit lumineux avec balcon, un vrai appartement pour des gens qui se projettent. » Un frisson m'a traversé. « Dans mon immeuble ?
Oui, a-t-elle dit fière, dans l'immeuble où tu vis. Ce sera pratique, on pourra garder un œil sur toi. Et puis, soyons honnêtes, ça donnera un peu de standing à l'immeuble. Le proprio sera ravi d'avoir des locataires comme nous. Le proprio. J'ai senti quelque chose se mettre en place à l'intérieur de moi, comme un mécanisme qu'on enclenche enfin après l'avoir laissé dormir trop longtemps. Tu crois ai-je murmuré. Bien sûr, a-t-elle répondu, on a un bon dossier. Et puis, avec notre style de vie, nos revenus, on représente un plus pour n'importe quel immeuble. Elle le pensait, sincèrement. C'est ça qui était le plus cruel peut-être. Elle ne jouait pas un rôle, elle ne faisait pas semblant. Elle considérait vraiment qu'elle valait plus que les autres, plus que Léna du 2e, plus que Monsieur et Madame Croze du 5e, plus que moi. Je vois, ai-je dit, tu veux élever le niveau. Elle a souri, croyant sans doute que je me moquais gentiment. Exactement. Le reste du repas n'a été qu'un bruit de fond. Ces mots tournaient dans ma tête. Minuscule, poids, bonne locataire, élever le niveau, le proprio sera ravi. Laurent n'osait plus me regarder. Il mangeait automatiquement comme un enfant pris entre ses parents lors d'une dispute. Quand je suis rentrée chez moi ce dimanche-là, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas plainte. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas écrit dans un journal. Je me suis assise à ma table, j'ai sorti la chemise cartonnée bleue et j'ai posé devant moi, bien à plat, l'acte de propriété de l'immeuble. Mon immeuble. Je suis restée longtemps à regarder mon nom. Puis j'ai attrapé un stylo, pris une feuille blanche et j'ai commencé une liste. En haut, j'ai écrit ce que Camille ne sait pas. Numéro 1, je ne paie aucun loyer. Numéro 2, je ne suis pas une bonne locataire. Je suis son cauchemar préféré, la propriétaire qui n'a plus envie d'être gentille. Numéro 3, la décision finale pour chaque dossier, chaque candidature, chaque révision de loyer, c'est moi qui la signe. Numéro 4, j'en ai assez. Les jours qui ont suivi, je les ai vécus avec une sorte de calme électrique, comme si toute ma vie jusque-là avait été un long préambule à ce moment précis. J'ai continué mes routines, la baguette à 8 heures à la boulangerie, le marché le samedi matin à la Croix-Rousse, les mots croyés dans Zianapé. Mais tout avait un goût différent, plus net, plus clair. Le vendredi, j'avais rendez-vous avec mon avocat et mon expert comptable à mon appartement. Nous faisions ce genre de point 2 fois par an pour vérifier les comptes de l'immeuble, les travaux, les déclarations fiscales et plus rarement mon testament. À 10 heures précises, on a sonné. « Entrez !» ai-je dit en ouvrant. Maître Dubois, mon avocat, est entré en premier. Grand, un peu voûté, lunettes qui glissent sans cesse, costume trop sérieux pour un simple rendez-vous de copropriété. Derrière lui, Anne, mon expert comptable, tirait une petite valise à roulettes remplie de dossiers. Elle portait un pull col roulé, un jean sombre, des bottines pratiques. Elle avait ce regard précis, mathématique, mais un sourire étonnamment chaleureux. « Bonjour, Madame Durand, dit-elle, vous avez bonne mine. » « C'est parce que je suis en colère, ai-je répondu, ça conserve. » Elle a ri sans insister. On s'est installé autour de la table avec le café, les papiers, les stylos. Anne a ouvert un classeur, l'a tourné vers moi. « Alors, commença-t-elle, globalement, l'immeuble se porte très bien. Les loyers sont à jour pour presque tout le monde. Il y a juste le jeune couple du 2e qui a eu du retard le mois dernier, mais ils ont régularisé. » « Oui, ai-je dit, je suis au courant. Les travaux d'isolation ont été payés. On devrait voir la différence sur les charges de chauffage cet hiver. Et pour l'appartement 4A, celui qui doit être entièrement rénové, on a déjà reçu plusieurs dossiers, dont un qui vous concerne directement. » Je me suis raidie. « Mon fils et sa femme, ai-je murmuré. « Exactement, dit Anne. Je les ai reconnus au nom. Je ne me serais pas permise de traiter ce dossier sans vous consulter. De toute façon, il faut votre signature. » Maître Dubois a ajusté ses lunettes. « Et c'est là qu'intervient la question de votre testament, Madeleine. Vous m'aviez dit, la dernière fois, que vous envisagiez de laisser l'immeuble en totalité à Laurent. Est-ce toujours votre souhait ? » J'ai regardé par la fenêtre. De là, je voyais le petit square en bas, avec le banc où s'asseyait souvent Monsieur Croze du 5e. Il donnait parfois du pain aux pigeons, malgré les panneaux d'interdiction. L'immeuble, lui, se dressait solide, un peu fatigué, mais digne. « Je ne sais plus, ai-je dit. » Un silence attentif a suivi. « Mon mari, Henri, voulait que notre fils soit à l'abri, ai-je ajouté, que ce que nous avons construit lui revienne. C'était logique. À l'époque. Mais Laurent n'est plus seul. Il a épousé quelqu'un qui ne respecte rien de ce que nous avons fait. Elle méprise les gens qui n'affichent pas leur argent. Elle voudrait que je quitte mon propre immeuble pour aller me cacher en banlieue. » Anne m'écoutait sans bouger. Maître Dubois, lui, avait ce regard de juriste habitué aux histoires de famille, de rancœur et de testament refait 3 fois. «
Vous n'êtes pas obligé de décider aujourd'hui, dit-il doucement. On peut modifier plus tard. Mais il est vrai que si vous estimez que votre fils ne défend pas les mêmes valeurs que vous, il faudra en tirer des conséquences. Je me suis tournée vers Anne. Et comme locataire, ai-je demandé comment serait-il? Elle a haussé les épaules. Sur le papier, très bon. Revenu stable, situation confortable. Mais elle s'est interrompue. Mais je me souviens de ce que vous m'avez dit de votre belle-fille l'autre fois, à demi-mot. Son rapport à l'argent, à l'image, je pense qu'ils exigeraient beaucoup. Des travaux, des aménagements, de la tolérance pour le bruit, les va-et-vient. Ils ne seraient pas des locataires discrets. Je l'ai su à ce moment précis. La décision n'était pas une vengeance, c'était une protection. Je ne veux pas d'eux dans cet immeuble, ai-je dit tranquillement. Pas comme ça, pas maintenant. Maître Dubois hochait la tête. Alors, vous refusez leur candidature. Rien ne vous oblige à l'accepter, même s'ils ont un bon dossier. Propriétaire, c'est aussi ça, choisir à qui vous confiez votre bien. Anne a pris un stylo. Je note. Candidature refusée. Raison, choix de la propriétaire. Les mots m'ont fait l'effet d'une bouffée d'air frais. Après leur départ, l'appartement a retrouvé son calme. Je me suis retrouvée seule avec mes plantes, mon vieux buffet et cette décision très simple mais gigantesque. Je venais de dire non à mon propre fils. Pas à lui en tant que personne, pas à sa présence dans ma vie, mais à sa façon, à travers Camille, de me marcher dessus, de me traiter comme un fardeau, de m'oublier. Le lundi matin, je me suis rendue à l'agence immobilière qui gère l'immeuble. Elle se trouvait qu'à 10 minutes à pied, sur une grande avenue avec des agences de toutes les couleurs, des banques, des boulangeries, des cafés avec terrasse. L'intérieur sentait le café et le papier neuf. Derrière le comptoir, un jeune employé, Thomas, tapotait sur un clavier. « Bonjour, Madame Durand, me dit-il en me voyant. Vous venez pour les dossiers ?»« Oui, ai-je répondu. Je voudrais voir tous les dossiers pour les appartements rénovés. » Il m'a installé à un bureau libre avec une pile de formulaires. Je les ai parcourus un à un. Des couples, des étudiants, une infirmière divorcée, un retraité qui voulait quitter sa maison devenue trop grande. Et puis, celui-là. Candidature locative, logement 4A. Demandeurs, Laurent Durand et Camille Lefebvre. J'ai lu chaque ligne. Les revenus de Laurent, les fiches de paie, la profession de Camille, créatrice de contenu, influenceuse. Leurs coordonnées. Puis, en bas, la partie précision. Camille avait écrit de sa belle écriture ronde « Nous pensons être des locataires idéaux pour cet appartement rénové. Notre style de vie, notre niveau d'exigence et notre image permettront de valoriser l'immeuble. Nous souhaitons nous installer dans un lieu qui corresponde davantage à nos standards. Nous espérons que le propriétaire saura apprécier la chance d'avoir des locataires sérieux, modernes et soucieux de la qualité. » J'ai refermé les yeux un instant. Mes standards, ma chance. J'ai senti quelque chose se cristalliser à l'intérieur de moi, dur comme une pierre. Quand j'ai rouvert les yeux, la décision était déjà prise. « Madame Durand ?» Thomas s'est approché. « Tout va bien ?»« Très bien, ai-je répondu. Vous direz au gérant que je refuse ce dossier, pour le 4A. » Il a cligné des yeux. « Vous refusez ?»« Oui. Je dois donner une raison. Ils ont été présélectionnés, vous savez. » J'ai souri. Raison, choix de la propriétaire. Ça suffira. Il a rougi, un peu intimidé. Les jeunes ne comprennent pas toujours qu'une petite dame aux cheveux blancs puisse peser plus qu'elle n'en a l'air. « Je transmets, dit-il. Je me suis levée, j'ai remercié et je suis sortie. Je n'avais pas fait 10 pas dans la rue que mon téléphone vibrait. Un message de Laurent. « Maman, on passe ce soir, c'est important. » Je savais déjà pourquoi. Le soir même, on a sonné chez moi avec une impatience à peine contenue. 2 coups rapprochés. J'ai ouvert. Camille est entrée sans attendre, comme si la porte s'ouvrait sur un espace lui appartenant. Laurent, lui, avait le visage de quelqu'un qui va chez le dentiste. « Bonsoir », ai-je dit. « Bonsoir », répondit-il. Camille, elle, n'a même pas pris la peine de répondre. Elle s'est plantée au milieu du salon, bras croisés, les yeux brillants de colère. « On est allé à l'agence », commença-t-elle sans préambule. « Ils ont dit que notre dossier pour le 4A était refusé. Refusé, sans motif. Tu te rends compte ?» Je l'ai regardé calmement. « Oui, je me rends compte. » « On nous avait dit qu'on était le dossier préféré, continua-t-elle. Le gars de l'accueil nous avait presque félicité la dernière fois. Et là, tout à coup, on nous dit que le propriétaire a changé d'avis. Le propriétaire! Mais c'est qui ce type? Qui refuse un dossier comme le nôtre? Je me suis assise tranquillement dans mon fauteuil. Mes mains reposaient sur mes genoux, paumes vers le haut. Je sentais le bois sous mes doigts, le cuir usé de la coudoir. « Assieds-toi, ai-je dit à Laurent. »
Camille ne s'est pas assise. Elle a commencé à faire les 100 pas. Non, je suis trop énervée. C'est injuste. C'est humiliant. Laurent a posé sa main sur son bras. Camille, non, tu te rends compte, toi, on avait déjà commencé à se projeter. J'avais choisi les couleurs des murs, les meubles, tout. On nous refuse pourquoi? Pour rien, c'est du délire. Je l'ai laissé déverser sa rage. C'était comme regarder une tempête dans un verre d'eau. Beaucoup d'éclaboussures, pas beaucoup de profondeur. Si tu veux une réponse, ai-je dit doucement, je peux te la donner. Elle s'est figée. Tu sais qui est le propriétaire? Me lança-t-elle. Oui. Et tu ne nous l'as pas dit, tu aurais pu nous mettre en relation avec lui, tu aurais pu. Camille. J'ai laissé mon prénom rouler doucement sur la langue, calme comme une pierre posée au milieu d'un torrent. Le propriétaire, c'est moi. Le silence qui a suivi a été presque drôle. Si on enlève la douleur, la tension, les années d'humiliation silencieuse, on pourrait presque dire que c'était comique. Le visage de Camille était passé par toutes les nuances du choc. Blanc, rose, rouge, puis à nouveau blanc. Quoi? Souffla-t-elle. Laurent, lui, a juste pâli. Ses lèvres se sont entr'ouvertes sans qu'aucun son n'en sorte. Je suis la propriétaire, ai-je répété. De cet appartement, de celui au-dessus, de celui du deuxième, de la boulangerie, du tabac, du coiffeur, l'immeuble entier. Ton fameux proprio, qui selon toi ne comprend rien, c'est moi. Camille a éclaté de rire, un rire sec, incrédule, un peu hystérique. Mais enfin, arrête Madeleine, ce n'est pas drôle, tu n'as jamais été propriétaire de quoi que ce soit. Tu vivais en HLM avant, non? Non, ai-je dit calmement, pas en HLM, en location, au-dessus d'une boucherie, avec ton beau-père. Puis on a acheté cet immeuble, il y a décennies. On l'a payé, réparé, entretenu, et à sa mort, il est devenu entièrement à mon nom. Si tu veux, je peux te montrer les actes chez le notaire. Je n'avais pas besoin de le faire. Elle savait que je ne montais pas. On le sent, ces choses-là. Il y a des vérités qu'on ne peut pas jouer. Laurent s'est laissé tomber sur la chaise la plus proche. Tu as un immeuble, balbutia-t-il. Depuis tout ce temps? Oui. Et tu ne m'as jamais dit? Tu ne m'as jamais demandé, ai-je répondu. Tu savais que ton père et moi avions un bien, comme disent les notaires. Tu n'as jamais cherché à en savoir plus. T'avais ta vie, ton travail, tes projets. Je n'ai pas voulu t'embrouiller avec ça. Camille a secoué la tête comme si elle essayait de se sortir d'un mauvais rêve. « Ce n'est pas possible, répétait-elle, ce n'est pas possible. Tu te balades avec ton vieux caban, tu regardes les promotions à Carrefour, tu parles de fin de mois et tu as un immeuble. Tu nous as laissé croire que tu n'avais rien. » Je ne vous ai rien laissé croire, ai-je rectifié doucement. Vous avez conclu sans poser de questions. Vous avez vu une petite retraite, un vieux meuble, un appartement modeste, et vous avez décidé que ma vie se résumait à un compte épargne minuscule. Le mot, je l'ai laissé flotter entre nous comme un rappel. Les yeux de Camille ont vacillé. « Tu nous as humiliés, souffla-t-elle. Non, ai-je répondu, tu t'es humiliée toute seule. C'est toi qui as parlé de poids, de bonne locataire, de propriétaire qui ne comprend rien. C'est toi qui as jugé sans savoir. Moi, je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'écouter. Laurent a levé les yeux vers moi, brillant de honte. « Maman, pourquoi tu as refusé notre dossier ?» Je l'ai regardé longtemps. Mon fils, mon seul enfant. J'ai revu les années où je lui mettais son écharpe pour aller à l'école, où il me ramenait des dessins froissés dans son cartable, où il disait qu'il voulait être comme papa et tout réparer. Parce que, ai-je dit doucement, je ne veux pas de vous comme locataire, pas dans cet état d'esprit. Mais il cherchait ses mots. Mais on paierait le loyer, on... Ce n'est pas une question d'argent, ai-je tranché, c'est une question de respect. Je ne vais pas mettre dans cet immeuble, au milieu de gens que j'estime, une femme qui méprise les autres parce qu'ils n'ont pas la bonne robe, la bonne voiture, le bon métier. Je ne vais pas accepter sous mon toit des personnes qui traitent leur propre mère, leur propre belle-mère, comme un problème à évacuer. Camille s'est levée d'un bond. « On ne t'a jamais maltraité !» s'exclama-t-elle. Je me suis levée aussi, lentement, tranquillement. Tu m'as demandé de quitter mon appartement, ai-je dit. Tu m'as imprimé des annonces pour aller vivre en périphérie, loin de tout, parce que tu pensais que je ne pouvais pas payer. Tu as dit, devant ta famille, que j'avais raté ma vie financièrement. Tu as expliqué à table que tu allais me gérer. Elle a blêmi. Tu te souviens ? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée.
Tu as le droit d'être ambitieuse, ai-je continué. Tu as le droit d'aimer l'argent, les beaux appartements, les luminaires design, mais tu n'as pas le droit d'écraser les autres pour ça. Et tu n'as surtout pas le droit de transformer ton mari en tampon entre ton ego et sa mère. Laurent a fermé les yeux. Tu nous punis, dit-il d'une voix brisée. Non, ai-je dit, je te protège. Tu ne le vois pas encore, mais je te protège de quelque chose. Et je protège aussi ce que ton père et moi avons construit. Je ne veux pas voir cet immeuble transformé en décor d'Instagram. Je veux qu'il reste ce qu'il est, un lieu où des gens ordinaires essaient de vivre dignement. Camille m'a fusillé du regard. « Tu te prends pour qui ?» cracha-t-elle. « Pour une sorte de justicière des pauvres? Tu crois que parce que tu as un immeuble, tu es au-dessus de nous ?» Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé la dernière pièce sur la table. « J'ai aussi modifié mon testament, ai-je dit. » Laurent a ouvert les yeux brusquement. « Quoi ?» Camille s'est figée, comme un animal qui vient de détecter un danger. Avant, tout devait revenir à Laurent, ai-je expliqué. L'immeuble, les comptes, tout, c'était logique, il est mon fils unique. Mais j'ai réalisé quelque chose ces derniers temps. On ne peut pas transmettre un bien si on ne transmet pas les valeurs qui vont avec. Et là, je ne vois pas mes valeurs dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Tu ne vas quand même pas tout laisser à des étrangers, s'étrangla Camille. Ce ne serait pas la première fois qu'une vieille dame laisse à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur, ai-je répondu. Ou à des associations qui aident les familles, comme Léna et son bébé. Ce n'est qu'une signature de plus chez le notaire. Laurent était livide. « Maman, tu ne peux pas !»« Si, Laurent, je peux. Je ne dis pas que c'est définitif. Je dis que pour l'instant, c'est gelé. Tu ne peux plus partir du principe que tout te reviendra par automatisme. Si tu veux hériter de ce que ton père et moi avons bâti, il faudra d'abord que tu prouves que tu es capable de le respecter. » Il secoua la tête, comme s'il essayait de remettre en place des morceaux de puzzle en plein vol. « Comment ?» demanda-t-il d'une voix cassée. En commençant par me voir moi comme autre chose qu'une charge, en t'opposant quand quelqu'un me traite comme un colis à déménager, en prenant tes décisions sans te cacher derrière les caprices de ta femme. Ce n'est pas une question d'argent, Laurent, c'est une question de colonne vertébrale. Camille a laissé échapper un rire amer. C'est ça, fais-lui la morale, toi qui t'es caché toute ta vie. Une propriétaire fantôme. Tu crois que c'est sain, ça? Tu crois que c'est normal de laisser croire à ton entourage que tu es pauvre? Tu as manipulé tout le monde et maintenant tu nous accuses? Je l'ai regardé longuement. Tu sais, ai-je dit, ce qui m'a le plus blessée, ce n'est pas que tu aies cru que j'étais pauvre, c'est que tu as pensé que ça te donnait le droit de me mépriser. Elle s'est tue. Là, enfin, elle s'est tue. Laurent s'est levé à son tour. « On doit y aller », murmura-t-il. Camille hésitait entre rester pour se battre et partir pour sauver ce qui lui restait de dignité. Elle a opté pour la fuite. Elle a attrapé son sac, a fait quelques pas vers la porte, puis s'est retournée brusquement. « Tu vas finir seule, Madeleine », a-t-elle lancé. « Avec ton immeuble, tes locataires, tes principes, toute seule. » J'ai hoché la tête. « Peut-être, mais ce sera ma solitude. » Pas celle qu'on m'aura imposée en me mettant dans un studio loin de tout. Elle n'a rien répondu. Laurent s'est approché de moi, hésitant, comme un enfant qui ne sait pas s'il va se faire gronder ou consoler. « Maman, dit-il doucement, je ne savais pas. Pour l'immeuble, pour tout. Je me suis dit que tu exagérais, parfois, que tu avais des petites habitudes, mais... » Il a avalé difficilement. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Je l'ai regardé avec une tendresse douloureuse. Il restait mon fils, malgré tout. Avec ses lâchetés, ses faiblesses, ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de son père. Grandir, ai-je simplement répondu. Il a fermé les yeux, a hoché la tête, puis il est parti, traînant derrière lui sa culpabilité comme une valise trop lourde. Quand la porte s'est refermée, le silence a envahi l'appartement. Pas un silence vide, un silence plein. Dense, chargé de tout ce qui venait d'être dit, tout ce qui, enfin, avait cessé d'être tu. Je me suis avancée jusqu'à la fenêtre. En bas, Léna sortait avec sa poussette, un sac de course à l'épaule. Elle a levé la tête, m'a aperçue, m'a fait un petit signe de la main. Je lui ai répondu. Elle ne savait pas que sa propriétaire la regardait, que sa propriétaire venait de refuser un dossier brillant et d'envisager de tout laisser à des gens comme elle qui se contentaient de dire merci, de payer comme ils pouvaient, de ne jamais humilier personne.
Je me suis tournée vers mon salon. Vieux meubles, plantes un peu trop arrosées, télé dépassée, nappe en toile cirée. Le décor parfait, apparemment, pour qu'une belle fille méprisante s'exerce à la condescendance. Sauf que le décor avait parlé ce soir-là. Pas avec du bruit, pas avec des cris, pas avec des scènes, avec des actes, un refus de bail. Une modification de testament. Une vérité posée calmement sur la table comme une tasse de café. On m'a souvent dit que les gens silencieux sont faibles. C'est faux. Les gens silencieux voient tout. Ils encaissent longtemps. Et puis, un jour, ils appuient sur un bouton que les autres ne soupçonnaient pas. Je me suis rassis, j'ai repris mon tricot là où je l'avais laissé. Mes mains se sont remises à bouger toutes seules dans cette mécanique apaisante de mailles en droit, mailles en vert. À mesure que la laine glissait entre mes doigts, je sentais quelque chose en moi se détendre, une tension vieille de plusieurs années. Je n'avais pas crié, je n'avais pas insulté, je n'avais pas frappé. Je m'étais juste rappelé qui j'étais. Pas une bonne locataire, pas une vieille dame avec un livret A ridicule, pas un poids. Une propriétaire, une femme qui avait tout donné pendant des années, qui avait choisi la discrétion au lieu de l'ostentation et qui, ce soir-là, avait compris une chose très simple, le silence n'a de valeur que si on sait, le moment venu, le briser. Et si je devais finir seule, comme disait Camille, eh bien, je finirais seule dans un immeuble qui porte mon nom, entouré de gens que j'aurais choisis, protégés par les murs que j'avais refusé de céder à l'ingratitude. Il y a des solitudes qui valent plus qu'une famille mal assortie. La mienne, ce soir-là, valait un immeuble entier.